Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'échiquier international. Après la dernière sortie de la CPI, la Cour pénale internationale, qui a décidé de lancer un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ministre plus exécrable que lui, Yoav Gallant. D'autres surprises viennent grossir le camp des sympathisants avec les Palestiniens et de leur cause juste avec cette décision des plus honorables d'ailleurs de Dublin, de Madrid et d'Oslo qui comptent sans la moindre hésitation bien entendu reconnaître l'État de Palestine, un véritable camouflet pour l'entité sioniste qui n'a pas encore avalé le choc du mandat d'arrêt. Que vaut ce lancement de mandat d'arrêt contre les dirigeants sionistes maintenant que la demande est faite et est clairement formulée par le procureur général de la CPI, Karim Khan? Cela va-t-il perturber le sommeil de ces criminels de guerre ou sera-t-elle de la poudre aux yeux pour faire crédible face aux critiques? Quoi qu'il en soit, en tous les cas, cette demande, la première du genre de la CPI contre l'entité sioniste, crée un précédent qui donnera certainement à réfléchir à certains, d'autant que l'étau se resserre davantage contre cette force sanguinaire sioniste. Tout de suite, les développements. Alors, pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Miloud Chenoufi. Monsieur Miloud Chenoufi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales au Collège des Forces canadiennes de Toronto et que nous allons d'ailleurs avec vous débattre ce soir de ces fameuses décisions, d'ailleurs l'une après l'autre. La première, ce fut celle de la demande qui a été formulée par le procureur général de la Cour pénale internationale pour lancer un mandat d'arrêt qui est en cours d'ailleurs, pour ne pas faire d'amalgame. Ce n'est pas tout à fait le cas. En tous les cas, c'est une demande qui a été formulée pour l'arrestation, bien entendu, ou la poursuite de Premier ministre sioniste et bien sûr son ministre de la Défense. Et puis la seconde nouvelle, d'ailleurs bonne nouvelle, celle qui consiste en la reconnaissance par 3 pays européens, donc l'Espagne, la Norvège et bien sûr l'Irlande, la reconnaissance de l'État palestinien. Pour commencer d'abord avec cette fameuse demande d'ailleurs qui a été présenté à la CPI. Comment faut-il Miloud Chenoufi, d'abord faire cette lecture? Qu'est-ce que cela veut dire qu'il y ait une demande aujourd'hui qui a été formulée auprès de la CPI pour l'arrestation de ces 2 criminels que sont Gallant et Netanyahou? Eh bien, la première chose à dire est que cette requête qui a été introduite par le procureur Karim Khan doit être examinée par les juges de la Cour, et ce sont les juges qui vont décider s'il faille émettre un mandat d'arrêt international. Mais d'un point de vue symbolique et politique, le simple fait qu'il y ait eu cette action, c'est très significatif. À vrai dire, ce n'est pas la première fois. Même à l'époque de la procureure précédente, Madame Bensouda, il y avait cette velléité de traduire les dirigeants israéliens devant la justice internationale. Donc ce n'est pas nouveau. Simplement, les Américains à l'époque avaient exercé tellement de pression sur la Cour pénale internationale que l'initiative n'a pas abouti. Ce que Karim Khan a fait, si vous voulez, c'est un exploit que sa prédécesseur n'a pas réussi à faire. Alors, voilà, donc de ce point de vue-là, c'est assez significatif. On peut effectivement maintenant élaborer sur la portée et la signification, principalement l'impunité dont a bénéficié jusqu'à présent Israël n'est plus à l'œuvre. Eh bien justement, Monsieur Miloud Chenoufi, que signifie cette requête ou cette demande auprès de la CPI, d'abord pour Netanyahou, et est-ce qu'elle a un sens également pour le Hamas? On verra pour la suite pourquoi je pose cette question. Si le mandat d'arrêt est émis, il est clair que Netanyahou et son ministre de la Défense ne peuvent pas voyager dans les pays qui ont ratifié le traité de Rome datant de 2002 étant cette pièce du droit international qui a institué la Cour pénale internationale. Alors bien entendu, il pourra toujours
voyager aux États-Unis, tout simplement parce que les États-Unis avaient au début signé le traité, mais ne l'ont jamais ratifié, et George W. Bush avait retiré les États-Unis même de la signature. Donc voilà la signification. Maintenant, pour ce qui est de l'inculpation des dirigeants du Hamas, il faut bien comprendre que la Cour pénale internationale est une institution de justice, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans son mandat de porter un jugement moral sur les causes que les uns et les autres défendent. Donc, si on peut considérer que du point de vue juridique, le fait d'inclure les dirigeants du Hamas peut se justifier, bien entendu, sur le plan moral, ça ne le peut pas, puisque de ce point de vue-là, vous avez un oppresseur et un opprimé, vous avez un colonisateur et un résistant à la colonisation. Mais bien entendu, comme je l'ai dit, ces considérations morales ne rentrent pas dans les prérogatives de la Cour pénale internationale et on ne doit pas la critiquer pour cela. Ce qui est significatif, c'est réellement le fait que, pour une fois, la Cour pénale internationale, qui a été sévèrement critiquée dans le passé pour deux raisons. Elle a été critiquée d'abord parce que le traité de Rome n'incluait pas un quatrième crime. Il y avait juste trois, comme le génocide, crime contre l'humanité, etc. Mais il n'incluait pas le crime d'agression. Maintenant, le crime d'agression a été inclus dans les prérogatives de la Cour pénale internationale. La deuxième raison pour laquelle ça a été critiqué, c'est que c'est une cour qui s'est historiquement spécialisée dans la traduction en justice des leaders africains qui ont perdu une guerre et qui ne se trouvaient pas dans le camp occidental. Elle a été également critiquée par le fait que les États-Unis, qui n'en font pas partie, étaient bien heureux de l'utiliser ou politiquement, notamment par exemple contre Omar al-Bashir au Soudan, contre Kadhafi au Liban, au Libye, et bien entendu contre Poutine en Russie. Oui. Et alors aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est que, la réalité, c'est que ce que Karim Khan a réussi à faire, c'est d'étendre, si vous voulez, le champ du droit international aux Palestiniens, ce qui rentre dans la logique même du droit international ou de ce que les Américains eux-mêmes appellent un ordre international fondé sur le droit. Et paradoxalement, ce sont les États qui, généralement, essaient de donner des leçons au reste du monde, à commencer par Washington, sur le respect de ce fameux ordre international fondé sur le droit. C'est sur cette base-là que la Chine est critiquée, c'est sur cette base-là que la Russie est critiquée. Et bien aujourd'hui, nous sommes dans une situation paradoxale où ce sont les promoteurs de cet ordre-là qui sont les premiers à critiquer l'action menée par Karim Khan. Mais c'est important, encore une fois, pour tous ceux de par le monde qui croient en un ordre international qui repose sur le droit, de comprendre que ces luttes d'expansion du champ de compétences du droit international à des populations opprimées comme les Palestiniens, et on pourrait l'espérer aussi dans le futur pour les Rohingyas ou pour les autres populations en situation de détresse, eh bien c'est un gain, si vous voulez, c'est un avantage, même si le jour où on verra Netanyahou et Gallant devant le tribunal, ce n'est pas pour demain. Oui, alors justement, vous venez de faire une analyse très pertinente à partir du moment où vous avez un petit peu, d'un côté, relevé le fait qu'aujourd'hui la CPI est en train de prendre des décisions qui n'ont pas été faites par le passé pour un petit peu atténuer l'impunité, mais également la CPI qui a souvent et longtemps été critiquée d'être une cour pour les pauvres, pour le flanc sud, pour les Africains, en tous les cas pour les pays qui n'avaient pas suffisamment de force pour s'imposer. Et justement, sévèrement critiquée par le passé, cette CPI aujourd'hui n'est-elle pas en train de prendre une sorte de tournant dans son histoire avec cette demande qui a été faite contre Netanyahou et son ministre de la Défense ? Exactement. Et en fait, toutes les structures, les institutions ou les organisations qui relèvent de cette doctrine qu'on appelle l'internationalisme libéral, à l'origine sont créées par les grandes puissances.
Et vous savez, les grandes puissances, même lorsque elles favorisent ce genre d'organisation, évoluent toujours sur deux lignes parallèles. La première ligne, c'est celle du droit, mais à condition que le droit serve leurs intérêts. Et la deuxième ligne, c'est celle des rapports de force. Pendant très longtemps, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'idée d'un ordre international articulé autour d'un ensemble d'institutions et d'organisations et du droit international servait bien les intérêts des États-Unis. Mais il est dans la logique même de cette doctrine libérale internationaliste de se propager, de s'étendre grâce à des gens qui y croient, que ce soit en Occident, on l'a vu avec les pays que vous avez cités, ou ailleurs dans le monde. Laissez-moi vous donner un exemple. Le mouvement national algérien s'est revendiqué, comme tous les mouvements de décolonisation, d'un principe qui est celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc le droit à l'autodétermination. C'est en fait aussi un principe dont se revendiquent les Palestiniens aujourd'hui. Or, lorsqu'on prend l'histoire de ce principe-là, qui a été avancé par le président américain Wilson après la Première Guerre mondiale, dans sa tête, dans la tête de Wilson, qui était un suprématiste blanc, oui, ça ne devait s'appliquer qu'aux nations européennes qui vivaient sous l'Empire ottoman ou sous l'Empire austro-hongrois. Il ne lui venait pas à l'esprit que ce principe-là pouvait servir à mettre un terme aux empires coloniaux. Or, les mouvements de décolonisation se sont emparés de ce principe-là et on en fait un cheval de bataille diplomatique et juridique pour réaliser l'indépendance. C'est à peu près ce qui est en train de se produire aujourd'hui avec la Cour pénale internationale, mais là aussi, il faut bien préciser que cette institution va subir une pression comme jamais auparavant pour ne pas aller de l'avant et émettre les fameux mandats d'arrêt internationaux. Oui, en fait, même en ce qui concerne Karim Khan, qui est donc le procureur général, on l'a connu très peu sous ce visage. Peut-être qu'il y a une prise de conscience avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Miloud Chenoufi, nous voudrions aussi parler de ce qui est en train de se faire et avec beaucoup de certitude, c'est-à-dire cette reconnaissance qui vient à point nommé, il faut le dire, parce qu'il y a eu l'Assemblée générale où, qui avait donc, même s'il y avait un vote à l'unanimité, j'y arrive, donc, et il n'y a pas eu de reconnaissance pour l'État de Palestine. Eh bien, il y a maintenant aujourd'hui l'Espagne, il y a la Norvège, mais également l'Irlande, qui reconnaissent, sans laisser aucun embâche, sur le fait que l'État palestinien existe. Qu'est-ce que cela vaut en termes de reconnaissance? Parce qu'après, on verra qu'il y a eu un rappel de l'entité sioniste des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'il y a eu un mécontentement. Et est-ce que cela ne contribue pas justement à l'isolement davantage de l'entité sioniste qui est en train de prendre coup après coup? Alors, le premier élément à évoquer ici est que la reconnaissance internationale d'un État se fait au niveau de l'Organisation des Nations Unies et ça doit être entériné par le Conseil de sécurité et on le sait, les États-Unis opposent toujours leur veto en la matière. Maintenant, au-delà de l'aspect strictement juridique, ce récent développement est indicatif du fait que des États dans le monde sont prêts à dépenser un certain montant de leur capital diplomatique pour faire avancer la fameuse solution à deux États qui consiste aussi à reconnaître l'État de Palestine. Et en fait, l'État de Palestine, du point de vue du droit international, est reconnu depuis la fameuse résolution qui a été adoptée en 1947 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Oui. Et c'est cette résolution-là dont se revendique Israël pour dire que c'est un État légitime. Donc, cette légitimité-là, si elle devait s'avérer juste, n'est possible que si un État palestinien est reconnu. C'est à peu près ce qu'ont fait ces États-là, dont la voix va s'ajouter à celle de la Suède, qui reconnaît déjà l'État de Palestine. Cela signifie que vous avez trois États, la Norvège, l'Espagne et la Suède, qui sont membres de l'OTAN et qui reconnaissent l'État de Palestine. En plus des anciennes républiques de l'Est,
qui, elle, reconnaissait déjà l'État de Palestine avant l'effondrement du mur de Berlin. À cela s'ajoute l'Irlande. L'Irlande a toujours soutenu les Palestiniens, ce n'est pas du tout nouveau. Maintenant, laissez-moi partager avec vous un point que j'estime très important. Oui. Lorsque Karim Khan a annoncé la requête qu'il avait introduite auprès de la Cour pénale internationale, la réaction de Netanyahou a été de dire ceci. Et la terminologie, les mots ont leur importance ici. Il a dit quelque chose comme « j'appelle le monde civilisé à s'opposer à la Cour pénale internationale ». Pourquoi? Parce que le discours israélien consiste à dire que le génocide qu'ils sont en train de perpétuer n'est pas un génocide. Oui. C'est juste une lutte, non pas pour eux-mêmes, mais pour l'ensemble de l'Occident. Oui. Et donc cette thèse du choc des civilisations fait en sorte qu'on présente l'Occident comme contre le reste du monde, et notamment contre le monde musulman. Et alors, le fait que vous avez des États qui ont leur poids en Occident, qui décident d'aller dans une direction complètement opposée, eh bien ça permet de remettre en cause de manière fondamentale et radicale ce genre de discours que les Israéliens veulent imposer au monde. Oui, mais justement, est-ce qu'avec ce genre de discours aujourd'hui, ça semble ne pas vraiment fonctionner, puisque cette reconnaissance ne vient pas d'un monde arabe, même si on l'aurait souhaité, mais elle vient beaucoup plus d'États européens, occidentaux, donc ce même monde moderne auquel l'antisémitisme essaye de vendre sa marchandise et ses mensonges. En fait, oui, parce que, voyez-vous, la question palestinienne, ce n'est pas juste la question d'un peuple précis, avec une identité précise, avec des ethnicités précises et une langue précise, qui fait l'objet d'une oppression qui, aujourd'hui, a atteint le stade de génocide. Vous savez, j'aime bien paraphraser cet auteur latino-américain qui, il y a quelques décennies, avait écrit un livre, c'était sur des questions économiques, hein, mais le titre était « Les veines ouvertes de l'Amérique latine ». Eh bien, la Palestine, ce sont les veines ouvertes de l'humanité. Pourquoi? Parce que elle condense en elle-même tout ce que, dans l'histoire de l'humanité, on a vu comme horrible, comme atteinte à la dignité humaine. C'est la raison pour laquelle vous voyez toute cette sympathie à l'extérieur du monde arabe. Et d'ailleurs, même le Canada a dit qu'ils étaient prêts à reconnaître l'État de Palestine en dehors des négociations, ce qui est une rupture assez radicale avec une position précédente. Cameron, lui-même, qui s'est opposé à la CPI, lui-même avait écrit un article il y a pas très longtemps, hein, je parle du ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, qui avait également dit la même chose, simplement ce n'est pas son État qui l'a appliqué, c'est l'Espagne, c'est l'Irlande et c'est la Norvège. Maintenant, vous avez raison de relever aussi que c'est quand même paradoxal que le monde arabe soit à ce point paralysé et ne parvient pas à prendre des initiatives diplomatiques, à l'exception de ce que l'Algérie a fait au Conseil de sécurité. Des États comme l'Arabie saoudite qui avaient une occasion au nord de montrer un leadership, c'est le plus grand pays arabe, c'est le plus riche, c'est l'un des pays les plus riches au monde, c'est un pays qui compte dans l'économie mondiale, mais qui a décidé de rester dans l'ombre. C'est tout simplement incompréhensible. Et cette incompréhension est utilisée dans le discours sioniste pour dire, regardez, les Palestiniens ne bénéficient même pas du soutien des leurs, alors que d'autres essayent de faire justice dans une affaire qui ne les regarde pas. C'est très triste à constater, mais d'un point de vue analytique, ça nous dit à quel point l'état du monde arabe à l'heure actuelle est un état de décomposition.
Très bien. Alors, ce qui nous pousse à dire un peu, la réaction de l'antitétionniste aujourd'hui est un peu bizarre. Est-ce qu'elle est réellement, est-ce que ce n'est pas un petit peu cet entêtement et cette obstination à vouloir aller jusqu'au bout du mensonge et de la propagande, puisque de toute façon, juste après cette reconnaissance des 3 pays, les ambassadeurs des 3 pays ont été donc carrément convoqués et bien sûr, ils ont appelé, l'antitétionniste a appelé également à convoquer ces ambassadeurs. D'ailleurs, ils ont accusé ces 3 pays qu'on a cités, donc la Norvège, l'Espagne et l'Irlande, je cite, de récompenser Hamas. À chaque fois, le problème revient pour les antitétionnistes vers le Hamas et non pas vers les Palestiniens. En fait, vous savez, c'est la première fois dans l'histoire d'Israël où Israël est appelé à se défendre sur le plan discursif elle-même. Depuis 1948, les Israéliens agissent et le service après-vente est assuré par d'autres États et notamment par les États européens et bien entendu par les États-Unis d'une manière absolue et jamais sans la moindre nuance. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que pour la première fois, ils sont obligés de se défendre. Et vous voyez la pauvreté de leur argument, qu'il s'agisse de blâmer le Hamas. Il suffit juste de dire que le conflit dure depuis 1947. Le génocide a commencé en 1948 avec la Nekba et comme je l'ai déjà dit sur vos ondes, c'est un génocide par palier. Donc à chaque étape, on va à 1 degré plus dans le génocide, 48, 67, 82, plusieurs fois à Gaza et aujourd'hui. Eh bien, encore une fois, chaque fois, ce conflit-là dure depuis 48. Or, Hamas a été créé à la fin des années 80, 87, 88, ce qui signifie que c'est ce génocide-là qui a conduit à la création de Hamas et non pas le contraire. Donc le problème, ce n'est pas l'existence de Hamas. Hamas n'est rien d'autre que l'incarnation actuelle d'une résistance qui a existé avant. On peut ne pas aimer toutes leurs méthodes, on peut ne pas aimer leur idéologie, mais la réalité de ce qu'ils incarnent, ce n'est pas uniquement une idéologie, c'est vraiment l'actualisation d'une résistance que la liquidation de l'Organisation de la libération de Palestine n'a pas réussi donc à liquider. Donc même si Hamas est liquidé comme le souhaite Netanyahou, l'idée même de la résistance ne le sera pas. Donc c'est un argument qui est caduc. L'autre argument, comme vous le savez, c'est toujours celui de l'antisémitisme. Mais là aussi, vous avez un problème parce que on voit très bien aux États-Unis même que les communautés juives sont divisées avec une minorité très agissante, notamment parmi les étudiants, mais pas seulement, qui prennent parti pour les Palestiniens dans le cadre d'une solution juste qui les rétablisse dans leurs droits. Donc voyez-vous, un dernier point, c'est que le service après-vente, qui était systématique, encore une fois, et sans nuance dans le passé, eh bien, a pris un coup cette fois-ci. Ça continue à fonctionner bien. Vous suivez un peu ce qui se passe en France. Hein. La censure, oui. Elle est systématique. Elle est systématique, mais ça ne marche plus ailleurs. Voilà. Ça ne marche plus ailleurs, et c'est ce qui explique l'attitude de ces États européens. Oui, c'est-à-dire que ceux qui intimidaient par le passé n'intimident plus aujourd'hui, d'autant plus que ces histoires d'accusation, apologie du terrorisme ou même antisémitisme, tout ça, ça ne marche plus. En tous les cas, ça ne semble pas très bien fonctionner. Au fait, juste pour conclure, mais alors en 2 mots, je veux dire, Milo Tchernoufi, est-ce que vous pensez que ces reconnaissances vont entraîner d'autres reconnaissances qui peut-être pourraient inverser la donne ? En fait, inverser la donne, c'est un peu trop tôt pour le dire parce que, comme je vous l'ai dit, du point de vue de la légitimité, bien sûr, du point de vue de la légitimité, et la question palestinienne a toujours été une question juste et légitime. Donc, ça lui donne un surcroît de lustre. Par contre, sur la question des rapports de force, vous savez que le génocide se poursuit à Rafah, et se poursuit à Jenin, et se poursuit ailleurs. La faim est aujourd'hui officiellement une arme de guerre qui est utilisée contre les Palestiniens. Hier, je lisais dans le Guardian, le journal britannique, que les services de sécurité israéliens donnent les informations
aux colons qui vont attaquer les convois humanitaires, la situation est réellement catastrophique. Et sur le plan des rapports de force, tant et aussi longtemps que les États-Unis soutiennent Israël, eh bien, les Palestiniens, malheureusement, vont continuer à souffrir. Donc, c'est carrément le monde d'un côté et les États-Unis et l'entité sioniste de l'autre. Merci beaucoup, Monsieur Meloutchenoufi, d'avoir été avec nous pour cette explication, ou ces explications et éclairages très pertinents. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales au Collège des Forces canadiennes de Toronto. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau thème de l'échiquier international. Au revoir.